Hossegor, une singulière histoire, s'écrit ici depuis un peu plus d'un siècle. 100 ans, traversés par de multiples révolutions, culturelles, architecturales ou encore sportives. Sans jamais opposer les deux éléments indissociables de l'âme hossegorienne, les hommes et la nature. Un équilibre subtil, pas simple à maintenir, mais qui a permis à un petit quartier de la commune de Sorts de s'émanciper pour grandir et devenir aujourd'hui la célèbre station balnéaire d'Hossegor. Cité de tous les possibles, qui d'autre que ses habitants pour nous raconter son histoire? À commencer par le mystère qui entoure son nom. Pourquoi Hossegor? Alors là, je sèche. Qu'est-ce que ça veut dire Hossegor? Hossegor, je sais pas, il y a un rapport avec les chevaux, peut-être. Il doit y avoir un rapport avec une occupation anglaise, très certainement. Os, cheval en anglais. On avait un peu plus de moutons que de chevaux quand même ici. Alors, il y a peut-être un truc avec House of Guard. Genre, c'est la cabane des gardiens quand l'Aquitaine était anglaise. Mais là, je sais pas si je dis des conneries ou pas. Mais le mot Hossegor, vous me dites? Mais le mot Hossegor, je ne sais pas d'où vient le mot Hossegor. Parce qu'autrefois, Hossegor, on appelait Hossegor, c'était l'étang qui s'appelait Hossegor. C'était l'étang. C'est le lac. Oui, vous appelez lac, moi j'appelle l'étang. Pourquoi ça? Parce que c'était un étang, n'est-ce pas, et c'est devenu maintenant un bras de mer, c'est venu. C'est Napoléon III qui a fait ça, vous le savez l'histoire. Oui, vous savez l'histoire. L'histoire, la voici. L'impératrice Eugénie, lors d'un séjour dans la région avec Napoléon III, propose de relier le lac à l'océan afin d'en faire un port de refuge pour les pêcheurs. Le canal est ainsi creusé à coups de pelle et de pioche, et dès 1878, certains paysans locaux y voient l'opportunité d'installer des parcs à huîtres dans le lac marin ainsi formé. Ça, c'est l'avantage d'être vraiment dans un lac marin et pas à la mer. On n'a pas les vagues, les tempêtes, mais en gardant tous les bienfaits, c'est la même faune et la flore que sur l'océan. On subit donc toutes les marées qui sont très bien pour les huîtres parce qu'il faut qu'elles soient un petit peu hors de l'eau aussi pour apprendre à se muscler. Ça, c'est typique d'Hossegor, on ne le trouve pas ailleurs. Tout ce qui est physique, je l'ai fait longtemps. Maintenant, j'arrive à déléguer et à laisser faire ça aux costauds. Je suis la 5e génération d'ostréiculteurs. Du côté de mon grand-père, on a toujours été sur Hossegor. Ils ont été pêcheurs, ils ont été gémeurs pour la récolte de la résine sur les pins. Et donc, mon grand-père travaillait là avec son copain Cotis. Oui, Jackie. Monsieur Cotis, le voici. Il vit encore et passe toujours ses journées sur son parc à huîtres ou au bord du lac. Ce lac d'eau salée, c'est un bien par rapport au lac de douce? C'est un bien, d'une façon. Il y a un renouvellement d'eau continuel et nous avons le poisson de mer. Il y a les coquillages, huîtres, palourdes, enfin tout ce que l'on veut. Moi, je suis bourrée de souvenirs. J'ai que ça, des souvenirs dans le lac, des batailles d'eau, des batailles d'algues, à enlever le béret de mon grand-père pour lui mettre un crabe dessus. Bon, évidemment, bon, voilà. Mon spot, c'est le lac. J'adore le lac. Me lever tôt le matin pour aller faire la marée, que personne ne soit encore levé, que j'ai juste le bruit des poissons qui sautent, les mouettes qui commencent aussi à arriver, à se lever. On voit la brume sur les étendues d'eau. Et là, c'est un moment de zénitude, de plénitude. On se sent vraiment petit et en même temps entier. Cette plénitude est assurément ce qui a séduit les célèbres pionniers arrivant ici dès 1901, ceux qui allaient tomber amoureux du paysage avant d'en faire la promotion dans leurs ouvrages respectifs. Le premier d'entre eux est Rony Jeune, un écrivain d'origine belge,
qui deviendra plus tard président de l'Académie Goncourt. Je cherchais un endroit où je puisse trouver la solitude, avec sa sœur la méditation. Et mon choix s'est arrêté sur un lac salé du bord de l'océan, dans les Landes. Par la sérénité, par le calme, par la paix simple et profonde, cette lagune a pris mon cœur. Il fait la connaissance du passeur qui, en l'absence de pont enjambant le canal, transborde les résiniers, partant collecter la résine des pins dans la forêt. Le passeur lui cède sa petite maison appelée la Berge. Maxime Leroy, un avocat proche de la CGT, le rejoint peu de temps après. Ils entreprennent ensemble la construction de la Pierre Bleue, la première villa de la cité en devenir, où Maxime Leroy s'installe. Une alchimie assez singulière s'opère entre ces deux hommes, aux idées pour le moins différentes. Entre Rosny, le tenant d'une aristocratie de la pensée, et Leroy, apôtre du syndicalisme ouvrier, entre l'élitiste et le socialiste. Ce mélange des genres, paradoxalement fécond, sera le moteur du développement d'Hossegor dans le siècle qui suivra. Ils sont rejoints ensuite par Paul Marguerite, membre lui aussi de l'Académie Goncourt, et Maurice Martin, poète et journaliste. Le groupe s'enivre alors de spéculations intellectuelles, sous l'œil et la plume de Maxime Leroy. À la Berge, le repas terminé, les convives devisaient à perte de vue, avec enthousiasme, sans épuiser la sève de leurs rêves sociaux. Des utopies nous venaient à l'esprit. Nous refaisions le monde en nous abandonnant à nos espérances, comme les mouettes se laissent porter par le vent, sans effort. C'est parti, Luc, on est parti dans cette grande finale de cette Oscar Win Cup édition 2022. Et oui, avec le Val-de-Marne qui appuie un super départ. La Société Nautique de Bayonne. On veut nous encourager très fort. Et le concours des Marseillais qui vont venir s'affronter. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la barque du passeur a fait place à d'autres engins nautiques. Et même si à l'époque de Rosny, le paddle n'est pas encore à la mode, les beautés du lac révélées par ses admirateurs écrivains attirent de plus en plus de curieux. Surtout qu'à cette période, il existe un engouement certain des classes aisées pour les séjours balnéaires. Alors, dès 1912, les premiers signes de progrès urbain apparaissent, comme le pont de bois au-dessus du canal, remplaçant ainsi le passeur. Une gare ferroviaire est également construite en plein centre d'Hossegor, à l'endroit où se situe désormais l'office de tourisme. Alors, ici, on commence là, gare de Hossegor. Vous saviez ça? Que c'était la gare d'Hossegor. Bon, ça commence bien. Avant, il y avait des chars à bœufs, et on a construit une petite ligne de chemin de fer qui faisait La Benne, Cabreton, Hossegor, Sors, Seignos, qui avait la fonction de ramener des voyageurs, mais surtout des matériaux, du bois, des briques, des tuiles, parce que Hossegor était en train de se créer, donc il y avait des constructions, et ce petit train a duré 45 ans, jusqu'en 1957. Train à vapeur, évidemment. Voilà le vestige de la gare d'Hossegor. Le train arrivait de par là, et il traversait à un certain moment le golfe. Alors c'était drôle parce que quand il passait dans le golfe, le golfeur il s'arrêtait pour ne pas lui tirer dessus. Voilà, c'était. Mais bon, c'était une autre époque. C'était pas un TGV, il n'allait pas. Il pouvait s'arrêter. D'ailleurs, il s'arrêtait. De temps en temps, l'office de tourisme me rappelle, tiens, il y a M. Dupont et M. Durand qui sont là en vacances. Ils aimeraient bien découvrir la ville avec vous. Alors je pars avec eux. Et puis on fait un tour d'1 heure, 1 heure et demie, et puis on boit un verre, et puis ça, ils sont contents. C'est marrant d'aller parler aux gens. J'aime pas par obligation le faire, mais là, c'est par plaisir, parce que je rencontre des gens curieux. Et c'est toujours agréable, les gens curieux. Au départ, si vous voulez, on a eu la chance d'avoir un lac qui a attiré les écrivains, les poètes, et qui ont vanté la beauté de ce site. Et juste après, les promoteurs, intéressés par ce que disaient les écrivains, sont venus et ont proposé des terrains à bâtir. Les premiers habitants d'Hossegor, plutôt des vacanciers d'ailleurs, c'était des grands bourgeois parisiens qui ont acheté des immenses terrains et construit des immenses villas. C'était dès le départ, si vous voulez, Hossegor a toujours eu cette idée d'attirer une clientèle élégante et aisée.
Jugeant que les premières villas entachent son petit paradis, qu'il a pourtant lui-même porté à la connaissance du monde, Rosny quitte en 1921 un Hossegor inéluctablement promis au destin de lieu à la mode. Le poète Maurice Martin, quant à lui, reste, mais ne cache pas son inquiétude dans un poème écrit la même année. L'implacable industrie et les chemins de fer, l'utile qui détruit sans merci ce qu'on aime, le progrès suborneur des forces de l'enfer, auront transfiguré le moindre paysage. Nous, du moins, nous aurons connu sur nos lampes divines la simplicité, le calme, le bonheur. Chaque âge a ses besoins, chaque époque a son rêve. Le beau n'est déjà plus qu'un songe défendu. Nos fils ne pourront plus, dans les bois sur la grève, poursuivre l'idéal d'un paradis perdu. Alors que déchantent les héros de l'aventure littéraire des origines, les pionniers du nouvel Hossegor entrent en scène, les bâtisseurs, avec comme chef de file Alfred Éluère. Ils créent en janvier 1923 la Société immobilière et artistique d'Hossegor. Tout un programme. C'est cette date que l'on retiendra comme l'année de naissance de la station balnéaire, et effectivement, à partir de 1923, son développement va être vertigineux. Dès les premiers travaux, Éluère souhaite qu'Hossegor devienne une cité-parc, et c'est avec sa société qu'il va s'y employer. Il veut en assurer la construction et l'exploitation des principaux bâtiments. Pendant toute cette période de grands travaux, l'économie de la région s'adapte, et les Landais aussi. Le bâtiment à Hossegor, la plupart des gens, il y a au moins un tiers de la population qui vit du bâtiment. Un tiers? Un tiers. C'est énorme. Énorme, oui. Vous avez quel âge? 22 ans. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis artisan, peinture, vitrerie, papier peint. Vous êtes à votre compte? Oui. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Travailler la terre, cultivateur. Les agriculteurs de la région délaissent ainsi les métiers de la terre pour se former à ceux du bâtiment et entamer ainsi la construction du nouvel Hossegor. Comme par exemple l'édification de ce pont en ciment armé en 1924, remplaçant l'ancien pont de bois enjambant le canal. Il s'agit de la première réalisation de la Société immobilière et artistique, symbolisant alors le grand saut d'Hossegor vers une inexorable modernité. Moi, je l'ai fait. C'est un rite initiatique, ça. Si vous voulez impressionner les jeunes filles, il faut avoir sauté du pont. Ben oui, et ça continue toujours. Même moi, je vois certains papas et mamans qui amènent leurs enfants pour leur apprendre à sauter du pont. Alors, quand j'étais maire, on m'avait dit « Monsieur le maire, il faut interdire ça !» Je dis « Ça va pas, non ?» Moi, je l'ai fait, je ne vais pas interdire maintenant aux autres. C'est alors l'époque des grands travaux. Et l'idée des promoteurs d'Hossegor est de bâtir une cité-jardin et donc de respecter la nature environnante. Les villas poussent à l'ombre des pins comme des champignons, avec une architecture bien particulière. Ce style original propre à Hossegor mêle des esthétiques basques et landaises. Et dans ce mariage, c'est le style basque qui tire la couverture à lui. Façade crépier blanche, murs porteurs saillants en extérieur, toit débordant ou encore ouverture cintrée pour les fenêtres. L'identité landaise, quant à elle, est moins affirmée à l'époque. Encore ignorée, les bâtisseurs d'Hossegor en reprennent alors seulement certains détails, comme les colombages ou le parement de briques en fougère. Des briques réalisées souvent en trompe-l'œil pour des raisons pratiques et financières. Certains conservateurs protestent, mais Henri Godbarge, l'architecte star de la ville, se justifie ainsi. L'histoire de l'art n'est-elle pas l'histoire de tous les mensonges décoratifs? Et puis, la courtisane fardée n'en est pas moins belle. Cette esthétique donnera à la station balnéaire une homogénéité architecturale unique. La plupart des 400 villas qui se construisent à l'époque adoptent le basco-landais. Un style nouveau, à la fois moderne et rural, qui séduit une clientèle soucieuse d'afficher son statut social. Elle trouve dans cette architecture un rappel d'une vie paysanne qu'elle idéalise, perçue comme une sorte d'utopie pastorale, un paradis retrouvé. Hossegor fascine. Et dès 1925, l'endroit est un terrain de jeu idéal pour une foule d'artistes, considérant la ville comme un laboratoire à ciel ouvert. Architectes, écrivains, sculpteurs et peintres, ils trouvent ici la possibilité d'exprimer leur vision d'un régionalisme décomplexé dont ils se font les plus ardents promoteurs. Comme Sourgin par exemple, avec ses tableaux qui magnifient l'endroit. Et lorsque le peintre s'installe à Hossegor, c'est le fameux Godbarge qui lui conçoit sa maison, basco-landaise évidemment. On retrouve ce style partout.
du petit transformateur électrique jusqu'au bâtiment le plus emblématique d'Hossegor, le Sporting Casino. Érigé de 1927 à 1931, il est l'œuvre d'Henri Godbarge, encore lui, rejoint par deux autres architectes que sont les frères Gomez. Les Gomez réalisent en parallèle l'exceptionnelle place des Landais. Exceptionnelle car à l'époque, le principe de la maison en bande, quand les habitats sont collés les uns aux autres en enfilade, est surtout appliqué pour les HLM et les cités ouvrières. Quant à la place en elle-même, elle est certainement inspirée dans sa forme ouverte et symétrique par la place de la Bourse de Bordeaux, avec un petit aspect royal rappelant la place Vendôme à Paris, deux villes où les frères Gomez ont effectué leurs études en architecture. Depuis l'an 2000, avec ma famille, et je vends des glaces sur la place des Landais. Merci beaucoup. Merci. Cette activité, je l'ai faite un petit peu par hasard. Je suis arrivé dans la région en 1987 pour le rugby. J'avais signé à Cabreton à l'époque. Donc, on venait souvent à Hossegor, je ne te cache pas, pour les troisièmes mi-temps. Puisque c'est un lieu réputé pour ça, où tous les rugbymen, où tous les surfeurs se retrouvent. Et cette place des Landais, elle m'a toujours fasciné. C'est une place qui vit. Tu peux, à 5 h du matin, quand tu sors de boîte de nuit, il y a du monde. Tu viens à 11 h à midi, il y a du monde. Tu viens l'après-midi, il y a du monde. Tu viens à minuit, il y a du monde. Et c'est vrai que j'avais remarqué cette cabane. Est-ce que peut-être un jour, si j'ai l'occasion de reprendre ça, et finalement ça a pu se faire puisque j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette belle chose. Véritable institution, la cabane à glace est indissociable de la place des Landais. Telle une vigie aux avant-postes de l'évolution de ce lieu emblématique et de la population qui le fréquente. À l'époque, les automobilistes peuvent se garer juste devant. Certains viennent dès le petit matin pour lire le journal dans leur voiture face au front de mer. La population huppée se retrouve ensuite au Sporting Casino afin d'y pratiquer les sports élégants tels que le tennis et les activités nautiques à la piscine. La clientèle, plutôt fortunée, vient s'adonner aux vices des jeux d'argent du casino tout en cherchant la rédemption par le sport. On peut y croiser Paul Journet, ancien champion de boxe poids lourd donnant des cours de culture physique, ou encore Suzanne Lenglen et les 4 mousquetaires sur les terrains de tennis. Des concours d'élégance où l'on présente les plus belles autos y sont même organisés. Le mythe d'Hossegor se fonde désormais sur un idéal de beauté, de santé, d'exaltation du corps, des aspirations qui rencontrent pleinement l'esprit du temps, mais qui n'en font pas moins du Sporting le meilleur exemple de la vision avant-gardiste de ses promoteurs. Alfred Éluert, qui est élu maire de la ville en 1935, se donne les moyens de ses ambitions, avec des coups de génie dont seuls les visionnaires sont capables. Comme lorsqu'il apprend que le championnat du monde de pelote basque, qui doit se tenir au Mexique en 1958, est annulé. Il propose la candidature d'Hossegor, qui n'est pas du tout équipé pour, mais il entreprend dans la foulée la construction du premier Rail à l'ail de France, un bâtiment indispensable pour pratiquer ce sport en intérieur. Les délais sont courts, mais monsieur le maire qui suit les travaux de près est confiant. Allez, il faut qu'on avance. 5 mois plus tard, la veille de l'ouverture des championnats du monde, le complexe sportif est inauguré en grande pompe. C'est également M. Éluert qui a l'idée de construire un golf au beau milieu de la forêt. Est-ce intéressant d'avoir un golf dans une station estivale? C'est à M. Éluert que nous l'avons demandé. Dès le départ, Hossegor s'est classé en station, disons, de première classe. Il ne manque pas de stations dans toute la France qui ont un grand mérite, mais à partir du moment où elles n'ont pas, c'est mon sentiment personnel, un golf et un golf de 18 trous, un golf de grand parcours, de grands matchs, eh bien, il ne peut pas prétendre à la grande qualité internationale. Les petits jeunes du pays, pour aller gagner un peu d'argent pour la saison, ils venaient faire les caddies du golf. À l'époque, c'était une activité pour les petits jeunes comme moi. On gagnait de l'argent en marchant dans l'herbe, vous vous rendez compte? C'est là que j'ai connu le père Mitterrand, François, qui a joué ici.
C'est sur ce green que l'ancien président de la République, déjà marié, rencontra Anne Pinjot. Et si cette relation amoureuse ne sera révélée au grand public que 30 ans plus tard, d'autres anecdotes sont liées au golfe d'Hossegor. Il fut un temps où le président du Golfe trouvait que le peuple venait trop souvent ici en tenue légère. Il a dit, on va embaucher un concierge. Enfin, un gardien, un concierge, ce que vous voulez. Et on l'a mis là-dedans. Le fameux concierge. Il avait son bureau, là, si on peut dire. Seulement, il s'ennuyait tellement, il s'est mis à boire. Et c'était la catastrophe. Il accueillait les gens, mais il était toujours bourré comme un coin. Donc, l'expérience a été négative. La station des sports élégants est donc en pleine effervescence quand la guerre éclate en 1939. C'est un véritable coup d'arrêt pour le développement de la ville. Le maire Éluard est mobilisé au front et quand il revient à la Libération, Hossegor est méconnaissable. Le Sporting Casino est saccagé, les cloisons ont été défoncées et les tableaux volés. Avant de partir, les soldats allemands vont même jusqu'à défigurer la place des Landais en incendiant plusieurs appartements. Ils laissent derrière eux ce blocos sur la plage, posé là comme un vestige de cette triste période, face aux vagues de l'océan. Ces vagues mythiques, symboles d'une troisième révolution à venir, après celle des artistes et des bâtisseurs. Si les vagues d'Hossegor sont aujourd'hui connues du monde entier, c'est grâce à un canyon sous-marin de 300 km de long appelé le Gouffre, dont la tête se situe à quelques centaines de mètres du littoral. Cette particularité unique booste les vagues qui déferlent ensuite sur les plages. Et le premier à être monté sur une planche pour dompter ces fameuses vagues, c'est Jacques Hirotte. Cet ébéniste a même conçu en 1957 la première planche fabriquée en France. À l'époque, elle mesurait 3,42 m et pesait 30 kg. À Hossegor, c'est au tableau noir qu'on apprend les 3 positions clés. À plat ventre sur la planche pour gagner le large, accroupi et enfin debout pour le retour sous la poussée de la vague. Je suis content d'avoir prouvé aux incrédules que c'était possible, disait-il. Et personne ici n'a oublié Jacques Hirotte, malgré sa disparition. La nouvelle génération de surfeurs l'évoque même régulièrement, elle qui aurait bien aimé connaître cette époque exaltante, quand Hossegor fut soudain à l'avant-garde d'un nouveau sport qui allait conquérir le monde. Ça aurait été sympa de naître plus tôt et de faire partie des premiers surfeurs d'Hossegor, mais quand je surfe, c'est sûr que j'ai toujours Hossegor dans le cœur. Mon papa était surfeur, il surfait en Vendée. Moi, je suis née en Vendée, mais après, je suis venue à Hossegor quand j'avais même pas 1 an ou presque 1 an. Et j'ai grandi à Hossegor et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers pas sur la planche. Mon père me mettait sur une planche avec les brassards et ma mère me récupérait au bord. Et après, j'ai toujours accroché et maintenant, je suis encore sur la plage à l'heure actuelle. Quand il y a des grosses sessions avec tous les garçons et que je suis une des seules filles à y aller à l'eau, je suis là, bon, c'est bon, je peux pas me démonter, j'y vais là. L'hiver, même l'été, on a des vagues de dingue. C'est les vagues qui ont fait ce qu'Hossegor est actuellement. C'est que le surf. C'est que la vague, tout simplement. Tu ne trouveras pas ça ailleurs, dans le monde. Mais que serait cette vague sans une planche pour la surfer? Au fil des années, cet objet à la forme si particulière est devenu le symbole d'Hossegor, omniprésent dans les rues, dans les vitrines et les rayons des magasins. Et pour certains passionnés, cette planche représente la réalisation d'un rêve un peu fou, celui de venir s'installer ici pour tenter sa chance dans le business du surf. À la base, je faisais des planches de surf dans un garage avec un copain, juste pour expérimenter. C'est un peu la démarche aussi, la suite logique d'un surfeur,
À un moment, il a envie de fabriquer ses propres planches. Donc en gros, ça a commencé comme ça, à faire des planches. Après, on a fait quelques casquettes avec le logo qui ont plu, des t-shirts, ça, on les a vendus aussi. Et il y a eu un petit effet boule de neige. Ça prenait. Et puis à un moment, Julie m'a rejoint parce que tout seul, c'était plus possible de gérer. Je suis lilloise à la base et je suis arrivée ici en 2005 pour travailler dans l'industrie du surf. Je savais que je voulais vivre près de l'océan. Je surfais pas, mais c'est un environnement qui est vraiment très particulier. Et puis c'est vrai que la vie est douce ici. Les planches qu'on fait, ça évolue quand même pas mal avec mes envies de surfer. Parce que dès le départ, je faisais des planches pour moi. Et par rapport à ton poids? Je fais des planches de gros. C'est ça que tu veux dire? Si tu veux, c'est une planche, ça ressemble un peu à un classique. C'est des planches qu'on a fait à la main et j'ai fini par numériser parce que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de débit. Donc, je les ai numérisés. Il y a 2-3 Damien est arrivé avec une idée d'un style de surf. Un surf un peu plus rétro, quoi. Rétro. Et à Hossegor, il n'y avait pas encore ce type de marque. Donc je pense qu'on a eu la chance aussi d'arriver au bon moment. Ouais. La bonne idée au bon moment, c'est certainement ce qu'il faut pour se faire une place sous le soleil d'Hossegor, particulièrement dans le milieu du surf. Les géants du business de la glisse étant bien installés, et ce depuis la fin des années 80. Chaque marque doit afficher une présence incontournable et stratégique à Hossegor, place forte sur la planète surf, le surf qui emploie plus d'1 millier de personnes dans ce secteur. Mondialement reconnus pour leur qualité par les meilleurs surfeurs de la planète, les vagues d'Hossegor, depuis une décennie, sont le théâtre d'un spectacle suivi chaque année par des dizaines de milliers de spectateurs. Alors que la compétition bat son plein sur l'océan, dans les rues d'Hossegor, les surf shops ne désemplissent pas. Ça a été une véritable révolution, le surf. Mais au départ, c'était pas gagné parce que ces surfeurs, c'était des ovnis, quoi. Ils venaient là, ils étaient un peu marginaux par rapport à la clientèle un peu bourgeoise d'Hossegor. Les bourgeois rentraient leurs filles le soir. Non, c'est vrai, ils étaient avec cheveux longs, en claquettes, enfin bon, ils n'avaient pas l'allure des jeunes d'ici, quoi. Et puis petit à petit, ils se sont imposés leur façon de vivre, et les filles des bourgeois ont commencé à les fréquenter, parce qu'ils étaient beaux gosses. Ce mélange assez harmonieux entre les grands bourgeois qui sont dans leur propriété et les surfeurs qui viennent peupler les cafés et les restaurants, avec une musique spéciale, enfin bon, voilà. Donc c'est ça maintenant, Hossegor, une harmonie entre des modes de vie totalement différents. Est-ce que ce ne serait pas ça, la définition d'une utopie réussie? Une mosaïque de populations différentes, arrivées par vagues successives, la dernière entraînant toujours une transformation, une bifurcation de l'utopie en construction. Et la station des sports élégants devenue la Mecque du surf mondial, quel virage à 180 degrés. Dans les années 90, le succès du surf est tel qu'il attire de plus en plus de touristes dans la station balnéaire. Ils se retrouvent place des Landais pour y faire la fête jour et nuit. Mais ça ne veut pas dire qu'Hossegor oublie ses racines. Et le Salon du Livre, qui se tient chaque année au Sporting Casino, est là pour le rappeler. Nous sommes ravis de vous accueillir à Hossegor, très cher, pour votre livre « Le grand amour » de Marie-Antoinette. Le Salon du Livre est né en 1998 sur l'initiative du maire Pierre Dussin et de Gérard Mignon. Donc le but, c'était un salon littéraire ayant pour thème biographie et histoire. Je disais, à Hossegor, il y a une population, certes pour la glisse, certes pour les jeunes, mais il faut que les vieux à cheveux blancs trouvent aussi leur compte quelque part. Et ce salon du livre avait cette fonction, de contrebalancer un peu les animations liées à la glisse. Et c'est réussi, il n'y a que des vieux qui viennent d'ailleurs.
Il est vrai que c'était peut-être le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui le public évolue avec la diversité des thématiques et des intervenants. Avoir du rythme, avoir des dialogues qui percutent, avoir des rebondissements. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent, puisque un prix a été réalisé, le prix de la BD historique. Le but étant de soutenir l'activité littéraire pour les jeunes, la bande dessinée, le manga qui connaît un essor fulgurant. Et donc ce salon est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, se rendre au Sporting Casino, c'est un peu comme jeter un œil dans le rétroviseur. Faire un saut dans le passé et traverser les différentes étapes qui ont bâti la réputation d'Hossegor. Si le Salon du Livre rend hommage à l'aventure littéraire des débuts, le rassemblement de vieilles autos qui se tient une fois par mois rappelle les concours d'élégance d'antan. Les anciennes voitures défilent devant le fronton extérieur qui accueille dans la soirée de belles parties entre amateurs de pelote basque. T'as essayé déjà d'attraper une pelote? T'as essayé d'attraper dans une histoire? Moi j'ai essayé. C'est joli quand même. C'est dommage ça, c'est pas assez connu cette histoire. Ça c'est des points. On va te la chercher ça là. Oh les cons. Là il fait le point. Le point magnifique. Ah oui, les mecs ils sont bons. Hein. Ah, il y a 2 ou 3 champions du monde là je crois. Ouais. Qui ont joué aux États-Unis et tout. Ouais. Hein. Ah, oui, ils ont quand même un peu, ils ont pris du poids certains. Ouais. Mais avant c'était plein de monde les tribunes, tout ça. C'était plein. Hein. Maintenant c'est un peu, je sais pas. Ah oui, on faisait des belles soirées. Oui. On faisait 2 soirées par semaine. Hein. On avait une notoriété de Grand Sud-Ouest. Hein. C'est vrai que les gens, ils venaient, il y avait beaucoup de monde. Tous les gens d'Hossegor venaient. Ouais. Enfin, tous. Ceux qui tous sortaient qui sortent, toute la jeunesse, les moins jeunes, ils venaient. Il y avait de tout. Hein. Il y avait un mélange de clientèle à l'époque. Nous, on a eu une époque assez dorée pour ça. Les gens, ils n'étaient pas agressifs, ils aimaient s'amuser, ça picolait pas mal. Et bon. C'est vrai. Hein. Moi, j'aimais les boîtes de nuit. J'ai toujours aimé. Ça m'a fatigué, mais j'ai aimé. J'aimais ça. Maintenant, on se lève à l'heure à laquelle on se couchait avant. Alors ouais, c'est dur la nuit. Oh. Ça, j'ai vu tous les concerts. Hein. Ça marchait très très bien. Hein. Tous les concerts ont bien marché, à part Eddie Mitchell, mais tous les autres ont bien marché. Hein. Nina Simone, tu te rappelles? Oui. Elle voulait boire du cognac. Moi, j'avais 2 bouteilles de cognac. Du 15, j'avais porté les bouteilles de cognac. Et après, elle voulait du rouge. Et on avait été au Café de Paris chercher une bouteille de vin rouge. Voilà. Elle monte sur scène, tu te rappelles, avec les plumes. Elle traverse, elle arrive sur scène, mais c'est véridique ça. Elle arrive au piano, les mecs l'amènent jusqu'au piano, elle commence. Ne me quitte pas. Pouf, la tête qui tombe sur le piano. Il la relève, l'orchestre joue, tout le monde sifflait, ça gueulait, tu te rappelles? Le public s'est manifesté, oui. Ah, ça gueulait, là, les chaises, ça. Il y avait des chaises partout, là, c'était limité. Je me rappelle, je me planquais derrière les trucs, je regardais, là. Si, ils vont tout péter, le mec. Et maintenant, les gens, je ne sais pas ce qu'ils vont le soir. Il n'y a plus rien, d'ailleurs, ils sortent des restos, ils ne savent plus voler, les mecs. Ils s'ennuient un peu, d'ailleurs. Ils le disent tous. Ils sortent de tous les restos, et qu'est-ce que tu fais après? Rien, tu rentres, tu vas à la maison. À la tombée du soleil, un léger parfum de nostalgie se fait sentir dans l'atmosphère de la ville. Si la grande époque du casino apparaît comme révolue, l'ambiance sur la place des Landais n'est plus tout à fait la même qu'avant. Comme si la ville s'était assagie,
comme si elle s'était même un peu embourgeoisée. Les fêtes démesurées liées à l'apogée des sports de glisse se font rares, les habitués se souviennent. Et quand il y a eu ici la rampe de Sir Tony Hawk, l'américain, le skate, ça avait été fabuleux, quoi. Il y avait du monde sur le... J'avais jamais vu autant de monde. Il y avait du monde sur les toits et le toit des immeubles ici, quoi. C'était... Ah, comme si c'était hier. Le mec, il est arrivé là, il avait une voiture américaine, c'était le show. Il a traversé la foule là, en skate. Il avait 2 mecs devant qui couraient. Et après, il a fait un show, c'était impressionnant. C'était magnifique. Du spectacle, quoi. Il y avait des compètes tout le temps. De mai à octobre, il y avait des compètes tout le temps sur toute la côte. Donc effectivement, il y avait beaucoup de fêtes et beaucoup de vie autour. C'est plus pareil. L'ambiance a un peu changé, ouais. À l'horizon, le ciel se couvre. En effet, la fameuse compétition internationale de surf qui se déroule ici depuis plus de 30 ans n'aura pas lieu cette année pour des raisons financières. Après un siècle d'existence, la belle utopie hossegorienne semble vaciller. La diversité de sa population en est l'atout principal, mais aussi son talon d'Achille. Car parfois, l'harmonie se fissure et fait apparaître un déséquilibre entre par exemple des habitants aspirant au calme et de jeunes touristes enivrés jusqu'au petit matin. Entre les propriétaires de maisons secondaires achetées ici à prix d'or et les jeunes contraints financièrement de se loger de plus en plus loin de la ville. C'est le revers de la médaille quand l'utopie se réalise, lorsque l'Eldorado devient célèbre et attire de plus en plus de gens. Les artistes pionniers, comme Ronnie Jeune ou Maurice Martin, avaient exprimé ce sentiment, les habitants qui leur ont succédé également. La vie est devenue très chère à cause de l'envahissement que nous avons ici d'étrangers. Est-ce que vous avez des contacts, par exemple, avec les gens qui viennent en vacances ici? En général, oui, parce que c'est surtout ces gens-là qui me font travailler, qui ont des villas à Hossegor. Ils viennent l'été. Est-ce que ça vous gêne pas, ce côté un peu luxe qu'il y a ici à Hossegor? Ça gêne peut-être un peu, mais enfin, il faut l'accepter parce que c'est eux qui nous permettent de travailler. Vivre ensemble, en s'adaptant, conciliant les besoins et les sensibilités de chacun, l'histoire montre que malgré tout, Hossegor a su maintenir l'utopie à flot. Il s'agit aujourd'hui de lui donner un nouveau souffle en se recentrant sur l'essentiel, les valeurs des débuts. Retrouver de la simplicité, de l'insouciance même, un plaisir absolu qu'on peut déjà observer avec les petites compétitions locales de surf qui commencent à s'organiser sur les plages. Et surtout, garder intacte son âme d'enfant, car c'est elle qui a été à la base de toutes les révolutions ici. Bon, donc je me présente. Vous savez comment je m'appelle? Popeye. Ah, voilà. Hein. Donc on m'appelle Popeye depuis que je suis maître nageur. Hein. Je m'appelle Jean-Pierre, sinon j'ai un vrai prénom. Hein. Voilà, donc j'ai fait maître nageur ici. Peut-être que j'ai appris à nager à vos parents, je serais curieux de le savoir. Vous demandez à vos parents où c'est qu'ils ont appris à nager avec Popeye, ce serait marrant. Donc là, vous avez une planche de sauvetage. Pour vous dire, ça fait partie un peu de mon histoire, parce qu'à l'époque, moi j'étais un des rares sauveteurs à avoir une planche de sauvetage, c'était une planche de surf. Ça, c'est vraiment une planche de sauvetage, d'accord? Et quand vous avez l'eau qui arrive, toutes les vagues qui font 2-3 mètres, elles arrivent d'un seul coup. Hein, elles arrivent comme ici, vous voyez? Et ça, c'est vraiment... Regardez le maître nageur, hop, il plonge de suite. Comme ça, approchez-vous. Voilà. Vous voyez, il faut vite la voir. Voilà. Voilà, maintenant, ils sont dessus, ils ont le temps. Mais il faut être très rapide, parce que si elle disparaît, vous avez vu, là, vous avez vraiment vu, le danger, il est immédiat. Donc ça, c'est assez courant. Ce genre d'intervention que vous avez vu, c'est assez courant. Fort de son expérience de maître nageur, Popeye crée avec un ami le sauvetage sportif en 1994. L'idée est de transformer le sauvetage en mer en vraie discipline sportive avec des règles et des entraînements quasi quotidiens. Il s'agit de donner aux jeunes le goût de l'effort, tout en développant leur envie et leur capacité de porter secours aux autres. Le fait qu'on structure des clubs de sauvetage sportif, on a des jeunes qui viennent dès l'âge de 5-6 ans, qu'on initie au danger de l'océan, au premier geste.
Et petit à petit, ils fréquentent les clubs de sauvetage. Et s'ils ne deviennent pas sauveteurs, ils pourront eux-mêmes avoir une technique, voilà, c'est mettre des techniques au niveau de la population. Le bâton, si vous voulez, ça représente le bras d'une victime. C'est pour voir si les sauveteurs, ils sont rapides, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Aujourd'hui, nombreux sont les enfants d'Hossegor qui pratiquent ce sport, comme d'autres pratiquent le foot ou la cesta punta, la pelote au rayalay. C'est un nouveau sport. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bien compris. Les gens qui travaillaient sur les plages n'ont pas répondu forcément à notre enthousiasme, si tu veux. Quand tu as travaillé 30 ans d'une manière, tu dis pourquoi je vais faire du sport. Nous, on pensait qu'il y avait un avantage à faire du sport au niveau du dynamisme, de tout ce qu'on pouvait apporter. Et puis les techniques allaient s'améliorer, déjà au niveau de la planche de sauvetage. Donc il fallait bien s'entraîner pour faire de la planche de sauvetage. La bouée tube, qui n'existait pas, c'est quand même notre sport qui amenait ces deux techniques. Voilà, on accroche bien et là, tu es bien tenu, d'accord? Et tu n'as plus qu'à te laisser. Même si elles n'ont pas été adoptées, elles ont mis peut-être 5 à 10 ans, suivant les plages, pour adopter la planche de sauvetage. Maintenant, on voit que tous les postes de secours ont des planches de sauvetage. C'était une révolution quand même. Il faut montrer les racines qu'on a. Que les jeunes du club soient fiers de ce qui a été fait, d'être un club pionnier, tout ça. Je pense que les racines sont importantes. Tu as la valise quand je suis parti. Il y a mes parents, il y a un bol de pho. C'est le plat traditionnel vietnamien. Il y a un sens à tout. Se souvenir d'où l'on vient pour savoir où l'on va pourrait être une maxime qui accompagne bon nombre d'Hossegoriens aujourd'hui. Les racines sont importantes. Il est nécessaire de s'en inspirer pour envisager d'autres horizons. Comme les artistes arrivés il y a plus d'un siècle au bord du lac, certains habitants ont gardé intacte leur capacité d'émerveillement face à une nature qui fascine toujours autant, une source d'inspiration inépuisable. Ouais, le paysage landais, je le représente comme ça, quoi, avec des pins et avec l'océan, avec des dunes et des maisons. Non, ça me parle bien d'avoir ça dans la peau. Et j'imagine, il y a 100 ans, justement, il y avait beaucoup moins de maisons, moins de routes. Comme ça, je peux voyager dans le temps, tu vois. Quand je dessine le lac, je peux faire 5 maisons. Maintenant, il y en a 50, tu vois. Ouh. Je vais faire une photo. 100 ans plus tard, les artistes impriment toujours la ville de leur talent et de leur regard. Surtout lorsqu'il est porté par des utopistes qui observent le monde tel qu'il pourrait être. Car finalement, comme le disait Oscar Wilde, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Hossegor, c'est l'océan. C'est vraiment cette porte vers l'océan. Ici, il y a un côté naturel que je n'ai pas trouvé ailleurs en France. Les paysages d'Hossegor n'inspirent donc pas seulement les artistes. La lutte pour la préservation de la nature peut aussi inciter des ingénieurs à innover et qui sait entamer une autre révolution. Des pionniers d'un nouveau genre, en short dans une caravane. Bonjour. Salut, qu'est-ce qu'on peut acheter? On n'achète rien, on crée ici. J'innove des planches en carton et en liège. Tu vois, celle-là est faite en cagette. Ah oui. Celle de la côté, elle est faite en carton. Celle-là, elle est faite en carton. C'est pas trop. Bah regarde. Ça, c'était ma première, celle-là. En carton 100%. Regarde, pèse-la, celle-là, tu vois. Ça, elle fait 3 tonnes. Et à l'intérieur? Oh, reculé. Ouais. Mais non. Yeah. Tu vois? Et regarde celle-là. C'est full carton aussi. Ah ouais. Et dedans, t'as mis quoi dedans? Dedans, c'est du vide. J'ai fait un holo. D'accord. Tu vois, elle est vide à l'intérieur, comme une aile d'avion. Ok. Voilà. Et ça, c'est les cagettes du marché, tu vois. Les cagettes, c'est ça. Hein. Ah oui, tu les colles au préalable.
Je les colle et après j'en fais un holo, quoi. C'est vraiment des cagettes. C'est gratuit en fait, tu vois. Ça coûte rien, donc du coup, t'as juste à réfléchir. Voilà. Ça fonctionne, quoi. C'est ça. Ouais, franchement cool, hein. Bah merci. Ouais. Essayez de réfléchir quand vous achetez les trucs. C'est pas des planches blanches qui viennent de Chine. L'idée de la caravane, c'est déjà d'avoir cette liberté. Au début, je fais ça pour être tranquille, mais finalement, les gens viennent, les gens s'arrêtent, les gens demandent, et c'est là où vraiment c'est intéressant de voir leur retour. Ils sont assez étonnés de voir qu'on peut surfer avec des cagettes ou du carton, donc voilà. C'est avec les cagettes que j'ai démarré. Moi, je trouve que le bois de cagette, en soi, c'est très beau. Le carton, il y a une texture, c'est très joli le carton, mais comment on peut réfléchir à un matériau, justement, au lieu d'importer des nouveaux matériaux, comment utiliser tout ce qu'il y en a autour de nous pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, et comment surtout on pourrait les réutiliser directement. Ici, c'est un bel endroit pour tester, pour améliorer. Je fais ici, je vais surfer, je reviens, j'ai une nouvelle idée, je vais choper du carton, je découpe, et l'idée c'est vraiment un processus de création qui pourra m'emmener vers la planche parfaite et la planche la plus éco-responsable et la plus performante possible. Je ne dis pas que je vais révolutionner le monde, mais essayer par mon action, essayer de faire quelque chose de plus, parce que l'océan nous donne énormément. Je pense que le premier pas aussi vient du surfeur lui-même, l'utilisateur qui, lui, il devrait savoir ce qu'il y a dans sa planche, il devrait savoir d'où elle vient, etc. Et je pense qu'on doit faire plus. Un bout de bois. Un caillou. Ah oui. Normalement. La mission, c'est on ramasse 2 mégots. Hop, 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 hop. On court, on se lève, on va chercher 2 mégots qu'on met là. Allez. Lâche. Ouais, allez, c'est bien. Ouais. Super. La planète te remercie. Allez, ça. L'écologie est à la base de ma préoccupation depuis longtemps. Je pense que les jeunes qu'on a, on leur apporte vraiment des belles valeurs, belles valeurs humanistes. La solidarité, le sens du collectif, ne rien lâcher. Les valeurs que défend le sauvetage sportif ont animé les pionniers qui ont fait Hossegor. Des valeurs qui prennent chaque année tout leur sens lors des championnats de France. Les championnats de France, c'est l'aventure un peu de ma vie, l'organisation des championnats de France. On a une grosse équipe. On essaye de se battre pour la première place contre Biarritz. C'est très difficile à dire ce qui va se passer. L'histoire d'Hossegor s'est écrite ainsi. Une idée un peu folle, portée envers et contre tout par l'énergie et la conviction de pionniers visionnaires. Avec au bout la victoire incertaine qui viendrait récompenser le chemin parcouru. Est-ce que c'est Biarritz? Est-ce que c'est Hossegor? Hossegor ou Biarritz? Biarritz ou Hossegor? C'est première place pour Hossegor! Au début du XXe siècle, les panoramas d'Hossegor ont inspiré des rêves d'utopie. Des rêves qui ont souvent entraîné des transformations du paysage, révolutionnant la vie de ceux qui le peuplaient et attirant de nouveaux habitants. Des transformations faisant se superposer les mondes ainsi révolus et les réalités nouvelles, toujours en quête de l'harmonie parfaite. Peut-être que Ronnie Jeune,
Alfred Éluère ou encore Jacques Hirotte seraient surpris d'explorer le Hossegor d'aujourd'hui. Sans doute, et certainement impatients aussi, de découvrir dans les prochaines décennies les métamorphoses de cette cité aux multiples visages. Une cité qui conserve encore bien des mystères, comme l'origine de son nom par exemple, mais qui trouve néanmoins une belle définition de la part de son maire emblématique. J'ai un vieux slogan qui est le suivant. Si à Hossegor, comme partout, il ne fait pas toujours beau, il fait toujours bon. You call for me to notice these words I never thought I'd hear. How did it take so long? Time's passed and I've moved on. This wall I built has tumbled. It fell down when you went. You fueled my suffering. I'm used to forgiving, but now I answer you. I can't say anymore. And this is